Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de la saison de La Voix est libre, une voix est libre en direct. C'est la rentrée, et quelle rentrée, une rentrée très agitée avec la mise en place d'un gouvernement Valls 2, la grogne des députés socialistes dits frondeurs, l'affaire Thévenoud, le vrai-faux suspense sur le retour de Nicolas Sarkozy, la chute dans les sondages de François Hollande ou encore la montée dans ces mêmes sondages de Marine Le Pen. De tous ces thèmes, nous allons discuter avec nos invités. Laurent Grandguillaume. Bonjour, vous êtes député socialiste de la Côte d'Or, première circonscription. Jean-Paul Anciot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UMP de Saône-et-Loire et vous êtes conseiller régional de Bourgogne. François Diot, bonjour. Bonjour. Secrétaire du Parti communiste de l'Agnès, vous êtes conseiller municipal à Nevers. Et Édouard Cavin, secrétaire national du Front National en Côte d'Or, secrétaire départemental, pardon, pas encore national, et conseiller municipal à Dijon. Bonjour. Bonjour. À la maison, n'hésitez pas de changement. Cette année, vous pouvez poser vos questions directement à nos invités via notre site internet france3.fr, bourgogne.france3.fr, sur notre page Facebook ou sur Twitter, hashtag LVEL Bourgogne ou @F3 Bourgogne. Allez, un mot rapide d'introduction sur le climat général de cette rentrée. Laurent Grandguillaume, vous vous sentez bien au sein de cette majorité qui a l'air de douter d'elle-même en ce moment ? Écoutez, moi je n'ai jamais fait partie des fatalistes, il faut un peu de courage et d'audace en politique. Après tout, on ne gagne que les combats que l'on mène. Donc oui, le contexte économique est difficile, le contexte social, mais en même temps, il faut aller de l'avant, il faut se battre, poursuivre les réformes et je crois il faut avoir un cap, il est là, il peut être critiqué, c'est le débat. Il faut confronter les idées, mais en même temps, il faut rester soi-même et aller de l'avant. Et je crois que c'est dans cet état d'esprit que je suis. Moi. Jean-Paul Anciot, la rentrée de l'UMP, elle aussi est divisée. Elle semble suspendue finalement au retour de Nicolas Sarkozy. Ça vous convient, cette situation ? D'abord, la rentrée, je pense que c'est la rentrée qui intéresse surtout les Français. C'est le constat qu'aucun engagement n'est tenu, ni sur le déficit, ni sur la dette, ni sur la croissance, ni sur l'emploi. Je crois que la rentrée se caractérise justement par ce constat absolument négatif. Quant à l'UMP, bon, je pense que nous y reviendrons tout au long de l'émission. Bon, c'est pas un scoop que Nicolas Sarkozy a envie de revenir. Maintenant, c'est probablement une question de jour. J'aurai l'occasion de répondre à vos questions plus précisément tout à l'heure. On y reviendra effectivement. François Diot, ce week-end a lieu la fête de l'humanité. On parle beaucoup de la création de cette nouvelle gauche, de cette alternative à gauche. C'est vraiment l'objectif de la rentrée pour vous, le Front de gauche et le Parti communiste? La fête de l'humanité, c'est peut-être le signe d'espoir en cette rentrée politique qui se caractérise effectivement par une très grave crise politique démocratique. Certains parlent d'une crise de régime. Je pense qu'on est effectivement dans une situation d'où tout peut sortir, y compris la guerre. Voilà. Donc, sans dramatiser, je pense que vraiment on est dans une situation qu'il faut prendre à bras-le-corps à gauche. Elle ne tombe pas du ciel, cette situation. Elle est le résultat de choix politiques qui sont obstinément mis en œuvre par le couple exécutif, qui reste sourd à toutes les alertes, d'où qu'elles viennent, de toutes les familles de la gauche. Donc il n'y a rien de plus urgent que de changer de cap. C'est l'objectif de la grande fête de l'humanité qui s'ouvre, où se retrouveront toutes les familles politiques de gauche, et notamment celles et ceux qui ne veulent pas en rabattre sur les ambitions de la gauche dans ce pays. Édouard Cavin, crise d'origine, disait François Diot. Vous n'avez qu'à la bouche le mot dissolution en ce moment, en tout cas les responsables. Exactement. Je crois qu'aujourd'hui, dans une telle crise que l'on vit, parce que le gouvernement Hollande, ou Valls, comme on veut, a réussi à combiner une crise économique, une crise sociale et une crise politique. On ne l'avait pas encore, la crise politique, il a rajouté ça en plus. On est dans une situation qui peut s'apparenter à une crise de régime. Et je crois qu'aujourd'hui, le seul moyen pour rompre cette mauvaise dynamique et ce pessimisme ambiant, c'est d'en revenir au peuple, car le peuple est souverain dans une démocratie et c'est mieux que quiconque qui saura le guider vers l'avenir. Vous parlez de crise politique. Le dernier événement en date qui a secoué un peu le monde politique, c'est l'affaire Thévenoud, que l'on connaît bien ici, puisque c'est le député de la première circonscription de Saône-et-Loire. Il a donc dû démissionner du gouvernement 9 jours après sa nomination. Laurent Grandguillaume, finalement, il est un député 2012, un peu comme vous, il est bourguignon un peu comme vous, il faisait partie de ce qu'on appelait les valeurs montantes du Parti socialiste, comme vous. Est-ce que vous vous sentez trahi? Comment vous avez vécu cet épisode?
Écoutez, d'abord, j'étais un peu sonné, parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à cela. Par contre, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'il y a une loi sur la transparence qui a été votée, mais qui n'a pas été votée par l'UMP, qui était contre cette transparence, et que c'est grâce à cette loi transparence, en fait, que l'on a pu savoir. Avant, on ne savait pas. On ne savait pas que, par exemple, Madame et Monsieur Balkany n'ont pas payé l'ISF pendant 17 ans. On le saura, puisque elle a fait une déclaration cet été. On ne savait pas forcément que d'autres ne payaient pas leurs impôts. Moi, je considère que quand on n'est pas justement en règle avec les impôts, avec tout simplement ses obligations, avec sa responsabilité individuelle, eh bien, on ne devrait pas pouvoir se présenter à des élections, ce qui va de soi. Donc, il faut aller encore plus loin par rapport à la transparence. On a avancé sur le cumul des mandats, le non-cumul, sur la transparence. Il faut encore aller plus loin, et je crois que c'est comme ça qu'on redonnera confiance dans la démocratie. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que pour Thomas Thévenoud, ça a choqué beaucoup de monde. Il doit prendre ses responsabilités. Et puis, c'est-à-dire démissionner. On a des exemples, oui, sans doute, mais on a des exemples trop nombreux en politique, même s'ils ne sont pas représentatifs. Et je crois qu'il faut peut-être changer un certain nombre de comportements. Alors bon, on va pas épiloguer sur le cas Thévenoud. On a déjà depuis quelques jours beaucoup épilogué là-dessus. Mais quand même, je voudrais vous poser une question d'un téléspectateur qui nous dit, et je crois qu'elle est assez révélatrice, il s'appelle Guillaume, il nous dit à tous, je voudrais poser cette même question, y en a-t-il un sur votre plateau qui croit encore que l'on va le croire? C'est terrible, ça. Je pense qu'effectivement, la question est tout à fait terrible et aussi, elle est révélatrice d'une situation qui, au fil du temps, a déconsidéré la classe politique, parce qu'il y a eu, à droite comme à gauche, sur les décennies qui viennent de s'écouler, un certain nombre de scandales. C'était bien sûr amplifié et amplifié souvent par les médias nationaux, et on arrive aujourd'hui à cette image des politiques tous pourris, alors que l'ensemble de la classe politique, à 95-97%, sont des citoyens qui se sont fait élire, qui sont honnêtes, qui travaillent et qui paient évidemment leurs impôts. Moi, je voudrais dire juste un mot sur le cas Thévenoud. Il était assis lors de la dernière fois où je suis venu ici en face. Effectivement, la dernière émission de la dernière émission. Ouais. Moi, je veux pas accabler l'homme plus qu'il est nécessaire de le faire. Simplement, il est devant ses responsabilités aujourd'hui. C'est à lui, en son âme et conscience, et par rapport à l'honneur qui se fait de son mandat, de prendre la décision. Mais juste pour une boutade, on sait que le Conseil général de Saône-et-Loire, avec M. Montebourg, dépensait des fortunes, des milliers d'euros pour faire de la communication sur le mot Saône-et-Loire. Eh bien, jamais la Saône-et-Loire était aussi connue et aussi mise en avant que cette dernière semaine par les médias nationaux, puisque tous les journalistes se précipitaient en Saône-et-Loire, notamment à Mâcon. Je ne sais pas d'ailleurs si Jean-Patrick Courtois ne se sent pas un peu en situation de voir sa ville dévalorisée par rapport au rebondissement de l'affaire Thévenoud. Simplement, c'est pour la boutade, mais la réalité, c'est grave. C'est vrai que nos concitoyens, aujourd'hui, peuvent se poser cette question. Et j'ajouterais aussi cette question qui est arrivée sur notre site internet. GG, comment ne pas avoir de doute sur vous, sur les élus maintenant? Comment renverser la tendance? Pour répondre à la question de Guillaume, je crois aujourd'hui qu'il n'y a effectivement qu'un seul parti politique qui incarne l'avenir, et c'est le seul qui monte dans les sondages aujourd'hui, c'est le Front National. C'est une réalité. Il y a des problèmes avec la justice aussi, il y a des problèmes à Hayange, on le voit en ce moment. C'est pas comparable. Non, à Hayange, c'est parce qu'il y a eu un bleu, blanc, rouge sur un wagon. Je veux dire, ça n'a rien à faire, ça n'a rien à voir avec les affaires. Monsieur Cavin, il y a aussi des... Non, il n'y a pas eu que ça, bien sûr. Madame Da Silva, qui est première adjointe, donc qui était première adjointe, parce qu'il y a eu un vote qui est contesté. Vous parlez de Hayange? Hayange, tout à fait, a indiqué avoir illégalement financé la campagne de l'élu. Et donc, oui, mais Madame Da Silva la Commission nationale des comptes de campagne a été saisie, monsieur Cavin. C'est ce qu'on mais bien sûr, mais il y a une réalité, c'est que le Front National, dès qu'il y a une brebis galeuse, on n'a même pas besoin d'attendre les médias, on fait ce qu'il faut pour qu'il soit exclu. Aujourd'hui, on a le cas Thévenoud. Il n'est pas exclu. Non, mais c'est exclu à voir. Il est exclu comme M. Lavrieux devrait être exclu de l'UMP. On n'a plus de nouvelles depuis. Il maintient ses fonctions, a priori. On n'en parle plus. Je pense que ça sera la même chose pour M. Thévenoud. Tout simplement parce que le PS aujourd'hui, chaque voix compte à l'Assemblée nationale. Parce que c'est un gouvernement aux abois. Ils ont besoin de la voix de M. Thévenoud. Je ne veux pas me défendre, mais M. Valls a dit qu'il ne compterait pas la voix de M. Thévenoud. Oui, mais elle va compter quand même dans les faits. Elle va quand même compter dans le vote. Juridiquement, elle sera comptabilisée. Quand on voit que le maire d'Hayange, avec l'explosion du conseil municipal, c'est le conseiller politique du dialogue social de Marine Le Pen, on peut effectivement se poser des questions quant à la capacité du Front National. Une petite commune en Alsace. Attendez, c'est un exemple, puisque vous dites à chaque fois que vous êtes tout blanc. Il y a 15 communes à peu près Front National dans toute la France. Elles sont scrutées par les médias.
toute la journée. La J'aimerais bien que les médias, pour le coup, fassent le même travail dans d'autres communes, notamment tenues par le PS, qui sont dans des situations dramatiques. En même temps, dans toutes les villes de France, je pense notamment, pour le cas de l'UMP, le Front National a pris la commune du Pontet, dans le sud de la France. C'est une petite commune, il y a peu d'habitants, 50 millions d'euros de dettes. 50 millions d'euros pour une toute petite commune. En même temps, c'est pour dire un petit peu le climat dans lequel on vit et la situation dramatique de la France, comme à Fréjus. Pourquoi on parle par exemple de Fréjus en ce moment? Parce que le maire va fermer un centre social. Il va mettre 10 personnes à la porte puisqu'elles vont perdre leur emploi. Donc effectivement, en France, on ne ferme pas dans les villes de France. Monsieur Grand-Guillaume, dans le Parti socialiste, il n'y a que le nom qui est social. C'est vous qui imposez l'austérité au peuple. On en parlera du Front National un petit peu plus tard. Sur ce climat, on les assume très bien, on est le parti le plus social de France aujourd'hui. Je pense que les Bourguignons attendent un autre débat à cet instant. Juste sur ce climat, on n'a pas entendu François Dieu sur la confiance envers les élus. C'est un nouvel épisode lamentable de la grave crise démocratique qu'on vit. Et je pense que les échanges qu'on a là sont pas prêts d'inverser la tendance. Voilà. On a appris au passage qu'il était possible de ne pas payer ses impôts pendant 3 ans. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, en ce moment même, il y a des milliers de personnes qui font la queue à la porte des centres des impôts parce qu'ils ne sont pas capables, parce qu'ils ne peuvent pas payer le 3e tiers provisionnel. Voilà, ça c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Et ça pose quand même une question de fond. Ça pose la question de comment les partis politiques sélectionnent ou choisissent leurs candidats. Voilà. Comment est-il possible qu'effectivement un parti de gauche comme le Parti socialiste présente des Cahuzac, des Thévenoud aux élections? Voilà. Il faut présenter des gens du monde du travail. Voilà, c'est ce que, en tout cas, au Parti communiste, on a toujours fait. Il y a un seul ouvrier à l'Assemblée nationale, c'est mon camarade Patrice Carvalho, qui est venu en bleu de travail la dernière fois pour montrer un petit peu comment le monde du travail était représenté à l'Assemblée nationale. Ça a fait le buzz. Voilà. Marie-Georges Buffet, employé de mairie. André Chassaigne, il est principal d'un petit collège rural dans le Puy-de-Dôme. Ça, c'est des gens qui savent comment vivent les gens. Voilà. Je pense que la question de fond, elle est renvoyée aux partis politiques. Comment gagner la confiance? L'ouvrier aujourd'hui ne vous fait plus confiance parce que vous les avez trahis. C'est ce que le Front National c'est pas ce que le Front National dit, c'est la réalité politique. On voit bien effectivement qu'il y en a un qui sourit. Vous avez fait votre pain sur le monde ouvrier, vous l'avez trahi. Il y en a un qui sourit quand la maison brûle. Quand la maison brûle, il y en a un qui est content, c'est le Front National, effectivement. On en a une belle illustration. Faut pas se réjouir de la situation qu'on vit aujourd'hui. Elle est grave. On est les premiers à ne pas s'en réjouir, je vous rassure. C'est pour ça qu'on propose des solutions très claires aux Français. Le repli sur soi, vous défendez tellement les ouvriers qu'en fait, vous n'expliquez pas comment vous ferez demain pour les 1 salarié sur 4 en France qui vivent de l'exportation. Puisqu'en fait, dans nos entreprises, vous savez que nos entreprises, elles exportent. Donc, laissez terminer, après vous pourrez laissez terminer. Donc, vous n'expliquez pas cela. Donc, en fait, votre politique, ce que vous défendez, la préférence nationale n'est pas la préférence sociale. En fait, ce que vous défendez, c'est tout simplement la remise en cause aussi de la compétitivité de nos entreprises. C'est justement, demain, 1 salarié sur 4 en France travaille pour l'exportation qui seront en difficulté. Mais ça, vous ne l'expliquez pas, puisque vous restez justement dans les caricatures. Je vais me permettre de répondre à M. Grand-Guillaume. Sur l'exportation, par exemple. Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est parce qu'on remettrait des frontières en France qu'on n'exporterait plus? On exportait plus avant la zone euro, Monsieur Grand-Guillaume. C'est une réalité. Et je vous rappelle, à titre indicatif, que 95% des pays dans le monde ont des frontières et exportent bien sûr massivement. Les droits de douane les plus élevés au monde sont en Chine. C'est le pays qui est le premier exportateur mondial. C'est ça les réalités économiques. Ce que vous ne dites pas, c'est qu'il n'y a pas eu de politique industrielle pendant 10 ans. Donc, pardon, il n'y a pas eu de politique industrielle pendant 10 ans dans notre pays. Donc forcément, la compétitivité de nos entreprises s'est dégradée. Vous avez raison. Et la balance commerciale, l'UMP n'a pas été capable de mettre en place des politiques industrielles. C'est pas depuis 10 ans, c'est depuis 35 ans. La chute des emplois industriels, c'est 35 ans. Et vous devriez le savoir. On ne peut pas dire aux Français. On ne peut pas dire clairement aux Français. On ne peut pas parler de 10 ans. Ne parlez pas tous en même temps, sinon on va plus rien dire aux Français. On va préserver vos emplois industriels. Et d'un autre côté, leur dire, on est ouvert au vent de la mondialisation. Ça n'est pas possible. Alors la mondialisation, qu'est-ce que ça produit? Soit les Français vont devoir s'attendre à une baisse des salaires, soit à une casse, clairement une casse de notre système social, notamment de protection sociale. C'est une réalité aujourd'hui, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est ce qui est envisagé par les gouvernements.
Valls 1, Valls 2, bien sûr, et c'est ce qu'ils veulent mettre en place, c'est une eurostérité, nous on appelle ça l'eurostérité, c'est-à-dire une politique qui ne marche pas et qui est contestée aujourd'hui par la plupart des grands spécialistes économiques dans le monde entier, qui contestent cette politique d'austérité qui n'a aucun bénéfice pour les peuples. On aura l'occasion d'en parler dans différentes émissions. Je voudrais vraiment qu'on revienne au climat de cette rentrée, et notamment François Hollande, qui est très contesté, de plus en plus contesté, des sondages assez bas. Comment on peut expliquer cette impopularité record? Est-ce qu'il y a un Hollande bashing Est-ce qu'il y aura un Hollande bashing pour faire en sorte qu'il remonte un peu? Comment on peut remonter la pente à ce niveau-là? Il y a plusieurs responsabilités. Il y a eu aussi des erreurs qui ont pu être faites ces dernières années, il faut le reconnaître. En même temps, une majorité qui n'est pas suffisamment soudée. Quand on parle des frondeurs, je crois que peut-être la fronde que l'on doit mener, c'est surtout contre le chômage ou contre les nouveaux réactionnaires. Voilà, également. Mais donc cette majorité qui parfois est divisée, puis en même temps des débats sur les choix, et c'est normal, puisque le chômage ne baisse pas, puisque la situation économique ne s'améliore pas. Eh bien, effectivement, il y a des débats, il y a des critiques qui sont formulées, et c'est bien normal, c'est sain pour la démocratie. Maintenant, il faut tenir bon. Les institutions, elles sont solides. Quand on parle de dissolution, la crise de régime que certains veulent provoquer, c'est parce qu'ils n'ont jamais accepté que la gauche, justement, elle gagne des élections. D'ailleurs, ils ont toujours parlé d'effraction, de victoire par effraction. Vous voyez bien un peu la philosophie qu'ils défendent. Eh bien non, il faut continuer la politique, il faut continuer les réformes. D'ailleurs, les Français, dans les différents sondages dont on ne parle pas, comme celui de Challenge, qui est intéressant, démontrent que les Français, ils veulent des réformes structurelles et ils défendent des réformes structurelles. Après, il y a une critique par rapport à l'exécutif, par rapport à la manière dont les choses sont faites, et puis peut-être parfois par rapport à des erreurs qui ont pu être commises. Il y a quelqu'un qui est venu à la rescousse de François Hollande. Je ne sais pas si vous avez vu ça cette semaine, Jean-Paul Anceau. C'est un député UMP, Frédéric Lefebvre, qui a dit « Arrêtons, respectons nos présidents, nous les avons choisis » et il s'insurge contre le déferlement de haine subi par François Hollande. Il dit qu'il faut respecter les institutions, etc. Est-ce qu'on peut s'inscrire dans ce discours quand on est dans l'opposition? Au point où nous en sommes, c'est vrai que moi j'ai renoncé à croire qu'il avait atteint le niveau le plus bas, ça continue. Mais moi je voudrais simplement dire deux choses et me tournant vers le représentant du Parti socialiste. Les socialistes sont le seul mot à la bouche aujourd'hui, grâce aux institutions, ça tient. Quand on sait que depuis M. Mitterrand, M. Jospin, les positions de M. Hollande contre la Constitution de la Ve République, voulant toujours modifier, quand on sait les positions de M. Montebourg pour la VIe République, vous entendre aujourd'hui vous raccrocher aux institutions, c'est quand même assez pitoyable, me semble-t-il. Ça, c'est un premier point. Pour revenir maintenant sur votre propos et répondre à Éric Cicot sur la situation de Hollande. Hollande, il a fait toute une campagne sur le mensonge, la démagogie et la casse de Sarko. Quand il est arrivé au pouvoir, il a détricoté tout ce que Nicolas Sarkozy avait fait comme quelque chose une démarche de vengeance, jusqu'à la défiscalisation des heures supplémentaires. Les salariés qui bénéficiaient de ces heures supplémentaires défiscalisées ont été outrés par cette décision prise par M. Hollande. Moi, j'en ai rencontré plusieurs fois, je leur ai expliqué, mais il vous l'avait dit, il vous l'avait écrit, c'est une des rares choses qu'il ait tenues dans son programme. Comment voulez-vous que les Français, notamment les Français de gauche, puissent comprendre? Et derrière, pendant 2 ans, il n'a pris aucune décision. Tout est parti à volo. Alors aujourd'hui, je l'ai dit dans mon propos liminaire, le déficit, la dette, la croissance, l'emploi, tout ça est out. Et en plus, nous sommes la risée, j'allais dire, du monde occidental. Par rapport aux situations privées de M. Hollande, j'en dirai pas plus. Mais quand vous reprenez les quotidiens allemands, suisses ou belges, c'est dramatique l'image de la France. Ouais, dramatique. On voit des questions défiler, on va essayer d'en poser quelques-unes. Bougon notamment nous demande pourquoi quand les hommes politiques sont dans l'opposition, ça a été votre cas encore il y a quelques temps, ils ont plein d'idées et ils les perdent quand ils arrivent au pouvoir. Ça ajoute un petit peu à votre question sur la campagne de mensonges qu'aurait menée François Hollande. Ouais. François Diop, peut-être d'abord. François Hollande, soyons clairs, a déchiré le contrat de 2012. Voilà. Il passe son temps à tourner le dos aux engagements qu'il a pris lors de la campagne de 2012 et il passe son temps à tourner le dos aux valeurs de gauche. Il avait dit qu'il lutterait contre la finance, il fait tous les jours le contraire. Il avait dit qu'il renégocierait le traité budgétaire européen, il l'a signé à la virgule près. Il s'entête dans une politique d'austérité qui comprime
et qui emmène toute l'économie vers le bas. Voilà. Et donc il n'y a pas de majorité politique dans le pays pour faire cette politique-là. Voilà. Il n'y a même pas de majorité politique à gauche. Et maintenant, il n'y a même plus de majorité politique au sein même du Parti socialiste. Vous n'attendez pas le 16 septembre pour savoir une seule option, le vote de confiance ? Une seule option, Monsieur Hollande, c'est ce que nous vous disons depuis 2 ans et demi. Les députés communistes sont frondeurs depuis 2012. Il faut changer de cap. L'austérité, c'est pas la solution, c'est le problème. Il faut changer de politique et c'est possible. Il y a une majorité politique dans le pays pour interdire les licenciements boursiers. Il y a une majorité politique, y compris à l'Assemblée nationale, si on décide de mettre en place un grand pôle public bancaire, de mettre en place une sécurité d'emploi-formation, de mettre sous maîtrise publique les grands secteurs stratégiques du pays, etc. Il y a une majorité rouge, rose, verte. Il y a une majorité rouge, rose, verte disponible à l'Assemblée nationale. C'est François Hollande qui tourne le dos aux valeurs de gauche. Le peuple français demande une chose simplement, c'est le respect. Voilà. Et donc la fête de l'humanité, en ce sens-là, moi je me félicite qu'il y ait enfin au sein du Parti socialiste des gens qui relèvent un petit peu l'oreille. On les appelle les frondeurs, bon, voilà, qu'il y ait des écologistes, qu'il y ait des militants syndicaux, des militants associatifs qui se rapprochent. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Parce que dans la situation actuelle, moi je peux, le Front National commente et se lèche les babines. On commande pas, on a un programme économique que vous n'avez pas. Qu'est-ce qu'on fait ensemble maintenant ? Il faut passer de la juxtaposition des critiques à l'action commune. Voilà. Laurent Grandguillaume, ça demande une réponse. Monsieur Rancio, comme tous les responsables de l'UMP, sont toujours dans la caricature, parce qu'en matière de bilan, ne donnez pas de leçons, s'il vous plaît. Quand on voit votre bilan, franchement, vous n'avez pas de leçons à donner. Bon. Donc, après, mais c'est normal que quand on est dans l'opposition, on s'oppose. Vous vous opposez, c'est logique, voilà, c'est votre rôle. En même temps, je crois que la situation financière de l'État, la situation économique est tellement difficile qu'il faudrait peut-être élever un peu le niveau du débat, parce qu'en fait, il s'agit de l'intérêt national dont on parle. Il s'agit de tous ces Français qui sont au chômage, qui attendent des solutions, Mais quand je vois les caricatures que vous employez, quand je vois, mais si, c'est des caricatures. Vous en venez même à parler de la vie privée de François Hollande. Donc, on sait que vous avez eu l'habitude avec Nicolas Sarkozy, mais sortez un peu de cela, s'il vous plaît. Donc sur le fond, il faut continuer le travail sur la compétitivité de nos entreprises, de nos TPE, de nos PME et de nos entreprises intermédiaires en France. Voilà, mais arrêtez, il y a des mesures qui ont été votées sur la baisse des cotisations, puisque vous parlez de charges, ce sont des cotisations déjà qui financent un système de solidarité. Et donc oui, il y a des baisses de cotisations qui ont été votées et qui s'appliqueront au 1er janvier 2015. Il y a eu le crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Alors je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais regardez un peu la réalité. Ensuite, il faut continuer le travail par rapport aux mesures qui ont été prises en direction du chômage des jeunes, notamment les emplois d'avenir, les contrats de génération qui se déploient dans le territoire, la prime qui a été votée pour l'apprentissage, parce que l'apprentissage, il faut le relancer. Ça a été difficile depuis 2 ans sur la question d'apprentissage, et il faut relancer l'apprentissage, c'est important pour nos jeunes. Il y a la question aussi de l'éducation, la question de l'éducation et de l'école, puisque nous sommes après la rentrée scolaire, il y a eu des postes qui ont été créés, les rythmes scolaires qui ont été mis en œuvre dans toutes les communes, contrairement à ce qu'on a entendu, puisque certains maires ne voulaient pas appliquer la loi de la République, ce qui est quand même ennuyeux. Et donc, je crois que voilà, on avance, c'est difficile, les résultats sont attendus, mais ils sont pas là. Mais il faut du temps. Il faut du temps, monsieur Rancio. Il y a des choses il y a donc des choses qui sont faites, nous dit Laurent Grandguillaume. Il y a François Rebsamen qui faisait un premier bilan là cette semaine. Vous avez peut-être vu ça sur le pacte de responsabilité qui prévoit donc quand même 40 milliards d'aides aux entreprises en contrepartie de création d'emplois et d'investissements. Non, sans contrepartie et réservé à peu près exclusivement aux grandes entreprises, aux grandes multinationales qui n'en ont pas besoin. En tout cas, aucune. La Poste qui va toucher le maximum en termes d'entreprise. Je pense que non, il n'y a pas que la Poste, mais c'est la Poste quand même. Vous félicitez, monsieur Rancio. Monsieur Rancio, je vous invite à visiter une entreprise en Côte d'Or qui vient de créer un emploi grâce à un crédit d'impôt compétitivité. Jean-Paul Rancio. Venez visiter cette entreprise. Non, mais simplement aujourd'hui, moi je suis issu de l'entreprise, mais simplement aujourd'hui, je peux vous dire que je rencontre des chefs d'entreprise, de PME, PMI, qui aujourd'hui sont au stade de ne même plus sortir de salaire pour pouvoir eux continuer à payer leurs salariés. On en est là aujourd'hui. C'est ça la réalité aujourd'hui. Alors écoutez, non, faites plutôt profil bas. Essayez, vous pouvez toujours expliquer que vous allez essayer, mais vous n'avez rien réussi parce que vous n'avez pas pris, vous n'avez pas absolument pas pris la situation, la difficulté dans laquelle se trouvait la
la France en 2012, vous ne l'avez pas mesuré, en plus vous avez menti, après vous avez pris des mauvaises décisions, aujourd'hui vous êtes dans le mur, je ne sais pas du tout comment ça va se terminer. Je vais vous poser une question, parce que vous êtes dans la très mal. Une question concrète, monsieur Ansiot. Oui, concrète. Voilà. Et après, vous voulez diminuer de 150 milliards d'euros la dépense publique. D'accord ? Il y a un plan d'économie de 50 milliards. Vous faites comment ? C'est quoi que vous allez diminuer ? Qu'est-ce que vous allez faire comme économie ? Dites-nous alors, puisqu'en fait vous avez des solutions. Les 150 milliards, détaillez-moi quelles sont les mesures que vous avez prévues, que vous défendez. Je ne vais pas aujourd'hui vous sortir point par point. Parce qu'il n'y en a pas. Non, mais je vais répondre concrètement. Je peux répondre concrètement. Concrètement, déjà, je vais revenir à ce que Nicolas Sarkozy avait prévu, à savoir la suppression d'un fonctionnaire sur deux, le non-remplacement. Ça, je reviens à cela. Je fais passer la fonction publique. Vous les supprimez où, les postes ? Les fonctionnaires, alors là, on peut rentrer dans les détails, mais vous me demandez que je réponde à vos questions. Je réponds à vos questions, monsieur. Et ensuite, on peut aussi gagner énormément avec les collectivités territoriales. Bon, actuellement, on est dans des... Pourquoi vous ne l'avez pas fait quand vous étiez au pouvoir ? Ça, c'est une erreur. Mais non, mais moi, je suis capable de dire que à la c'est une erreur. décharge du Parti socialiste, On ne l'a pas fait, c'est pas bien. Ok. D'une France dans un état. Donc vous demanderez plus d'efforts aux collectivités locales. Alors pourquoi dans les oppositions municipales vous dites le contraire ? Non, on peut faire en sorte aujourd'hui de supprimer un grand nombre de postes, y compris dans les collectivités locales, vous le savez très bien, avec le millefeuille aujourd'hui, l'empilage, les doublons, etc., on peut faire énormément de choses. Et puis, il y a encore un grand nombre d'économies qui peuvent être faites dans certains secteurs de l'administration, où là encore, administration nationale, il y a pléthore de personnel. Mais je sais qu'on l'a pas fait. Je sais qu'on l'a pas fait. Monsieur Ansiot se décharge sur Monsieur Grand-Guillaume à tort, parce qu'ils n'ont pas appliqué ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Et j'espère que les Bourguignons qui nous écoutent ont bien compris qu'il n'y avait aucune différence entre ces deux partis. Ce qu'ils n'ont peut-être pas compris, c'est ce que vous proposez. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit très bien avec la nomination, par exemple, de Monsieur Macron, qui est issu de la grande finance. Il a travaillé chez Rothschild et il se retrouve aujourd'hui ministre dans un gouvernement de gauche. Je trouve ça particulièrement incroyable. L'UMP n'aurait pas fait mieux. N'aurait même pas osé nommer quelqu'un issu de chez Rothschild. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans ces situations, et le fait est que les Français sont dans des grandes difficultés, et c'est la faute uniquement des 30 ans. Pardon ? Vous êtes tous sauf un parti social. Arrêtez. Mais pourquoi vous dites ça ? On est le parti le plus social. Le plus social. Le plus social ? Alors qu'est-ce qu'il y a de social ? Le plus social, puisqu'on est pour la préférence nationale. Et la préférence nationale, monsieur, c'est être le plus social envers ses compatriotes. Voilà. Alors, monsieur va à la fête de l'humanité, mais ça devrait s'appeler la fête des Français, parce que c'est bien beau pour l'humanité, mais on va commencer par s'occuper des Français qui sont aujourd'hui dans les plus grandes difficultés. Et après, on verra si on peut aider les autres. Mais je crois qu'il faut se recentrer un petit peu sur nous-mêmes, s'occuper de ceux qui souffrent chez nous, parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays où il y a plus de 8 millions de pauvres. On est la 5e puissance mondiale, mais il y a 8 millions de gens qui sont pauvres. Pourquoi votre parti supprime des centres sociaux, là, puisque vous êtes social ? Pourquoi vous, à Fréjus, vous supprimez les centres sociaux ? Les centres sociaux, le logement social, etc., ça n'est pas forcément social. Et d'ailleurs, votre politique, par exemple, du logement social qu'a fait l'UMP et que pratique le PS aujourd'hui allègrement, ne résout pas les vrais problèmes. Ne résout pas les vrais problèmes. On parlera de l'opposition après. Là, il va être midi, s'il vous plaît. Messieurs. On va faire une petite pause parce qu'il est midi, donc on va prendre connaissance de l'actualité à la mi-journée dans la région. Le flash aujourd'hui est présenté par Lise Riget et nous on se retrouve dans 5 petites minutes. À tout de suite.